Bonjour et bienvenue encore. C'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Dans cette vidéo, nous allons continuer à vous parler par rapport au tourisme, mais nous n'avions pas introduit davantage parce que nous voulons vous faire comprendre la réalité sur le terrain. Parce que chacun, les hommes, les femmes ont des intérêts qui sont différents. Alors, si nous ne mettons pas à balance ces intérêts, nous risquons de passer à côté. Et que les potentiels que nous avons, nous ne serions pas capables de les exploiter. Et ça peut prendre 30, 40, 50, 100 ans, toujours en nous lamentant, sans toutefois développer les potentiels que nous avons. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons vous expliquer par rapport à l'agriculture, le tourisme, le commerce et la transformation, pour que nous puissions avoir une idée. Si nous jouons les jeux personnels, nous n'allons pas réussir. Nous devons jouer les jeux en groupe. Donc, nous ne devons pas tirer nous-mêmes la couverture, mais nous devons aussi voir comment l'autre aussi se retrouve dans ce business. Beaucoup de gens nous ont demandé la question, bon, vous avez parlé des créateurs, des négociants, des gens qui ont des comptoirs. Est-ce que vous pouvez parler davantage par rapport à cela? C'est pourquoi nous allons essayer de répondre à ces questions pour que ensuite nous puissions évoluer davantage. Vous devez savoir que l'exploitation minière au Congo était artisanale, était faite par les Arabes, mais ensuite les colonisateurs sont venus et ces colonisateurs ont envoyé des chercheurs pour faire l'étude systématique. Parce que pour nous, c'était rudimentaire. Même si nous pouvons travailler le cuivre, les métaux, les fer, mais ce n'était pas professionnel comme et ils ont développé des techniques. C'est pourquoi ils ont fait des concessions minières comme MGL, la Sominki, les Kilomoto et la Gécamine. Vous devez savoir que les gens qui pilotaient ces grandes industries minières recrutaient la main-d'œuvre locale, la population locale pour les aider à atteindre leurs objectifs. Mais malheureusement, en 1990, à 1960, avec l'indépendance, on a chassé une grande partie des gens qui occupaient des grandes concessions. Ensuite, avec l'arrivée de Mobutu, on devrait renégocier les exploitations minières industrielles. Mais vous devez savoir, vers 1970-73, avec la zaïranisation, Mobutu, il a enlevé aux industriels les droits d'exploiter pour donner aux Congolais ou aux membres de leur famille, et cela a engendré le mécontentement. Donc Mobutu a décidé, finalement on a bloqué, ils sont partis très furieux et il y a eu baisse d'achat de matières. Le problème en est que les gens qui ont reçu les droits d'exploiter ces propriétés des colons ou des entrepreneurs, et ils ne savaient pas où est-ce qu'ils vendaient,
Où est-ce que les exploitants trouvaient de l'argent? Mais malheureusement, ils se sont contentés des restes qui étaient dans des dépôts. Une fois que c'est fini, et c'était la faillite. En 1990, avec le système de débrouillez-vous, on ne paye pas les militaires, on ne paye pas les fonctionnaires de l'État, tout est dans le chaos. C'est pourquoi, vers ces années, il y a une naissance de contrebande qui ont commencé à exploiter d'une manière illégale parce qu'on n'a pas eu confiance à notre pays. C'est pourquoi vous allez voir la guerre de 1997, 2003, 2009, 2013 et même jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi nous voulons vous éclairer parce que ce que nous subissons aujourd'hui, ce sont des décisions que d'autres ont pris peut-être vers les 1970 que nous sommes en train de subir. Donc, on a perdu la confiance qu'on avait des partenaires qui pouvaient nous aider à sortir dans la pauvreté. Et ceux qui travaillaient dans les mines, qui savaient ce que la matière, ce sont eux qui se sont transformés en artisans miniers. Et vous devez savoir qu'un creuseur ou quelqu'un qui travaille d'une façon artisanale, c'est un individu qui exploite la mine d'une manière rudimentaire. Il n'a pas les frais de risque, il n'a pas de frais de les équipements pour la protection, mais il se contente de la nature. Parfois, il utilise la main-d'œuvre. Donc, c'est quelqu'un qui exploite d'une manière rudimentaire à la merci de la nature, sans toutefois avoir des études préalables approfondies. Mais malheureusement, pour être un creuseur, ce n'est pas facile. Il faut acheter la carte de creuseur, que je vous ai dit, ça peut être $20. Il faut les droits d'entrée à la mine, qui peut être $0,5, taxe de l'ANER, qui peut être $0,4. Malheureusement, pour être un creuseur, ce n'est pas facile parce que vous devez payer une carte de creuseur qui peut être $20 par an, les droits d'entrée à la mine qui est de $0,5, la taxe de l'ANER qui est de 0,4, taxe des agents de sécurité qui peut être 0,2%, les droits coutumiers 5% de la production, les taxes du territoire qui est $50 par tonne, l'impôt sur les revenus qui peut être $5. Donc aussi pour être un creuseur, ce n'est pas facile. Ça demande aussi des moyens. Moi, ma préoccupation, c'est que une personne qui est née, mais il trouve déjà la loi qui est sur lui, c'est qu'il doit payer des impôts. Et le grand problème que je vous ai dit, une fois qu'on décide qu'on ne va pas acheter nos matières premières, qu'est-ce qui se passera? Et si une fois nous décidons que nous n'allons pas vendre nos matières premières et que nous allons les exploiter nous-mêmes, qu'est-ce qui se passera aussi? Et comme je vous ai dit, un creuseur, c'est quelqu'un qui vit à la merci. Il n'a pas les indemnités, il n'a pas les droits des soins médicaux, il n'a pas des équipements de protection, il subit les aléas de la vie. Donc, les négociants aussi
c'est quelqu'un aussi, peut-être qui a son argent, il est comme un investisseur. Peut-être il vient de prendre un crédit, il prend un crédit de 1000 $ ou 1050 $. Il se dit que bon, moi je vais acheter des minéraux, peut-être que je vais revendre pour d'autres. Mais aussi pour être un négociant, il faut payer 250 $. Ce n'est pas facile parce que nous ne naissons pas avec l'argent, mais nous naissons avec la force physique. Mais lorsqu'on nous soumet que pour exercer quelque chose, il faut payer, ça vraiment c'est un danger pour la population locale. Parce que souvent là où on exploite des minéraux, vous allez trouver une pauvreté extrême où les gens dorment dans des grabats, il n'y a pas de soins de santé, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Seulement les potentiels, mais qu'on ne sait pas transformer. Et ces négociants, comme je vous ai dit qu'à Walikale, c'est le centre, il peut aller à Obaye pour acheter des minéraux, pour faire les commerces. Et peut-être il s'est dit que bon, moi je vais acheter 5 kg par jour pendant 26 jours. Et les 1 kg, il les trouve fois 2,5 $. Ce qui fait, il aura 1040 $. Et il a acheté à 1040 $. Dans ces 1040 $, s'il enlève la restauration de 78 $ et logement pendant ces 1 mois, les transports de 10 $, les taxes de 25 $ et autres de 10 $, c'est qu'il les charges, ça lui donne 1163 $. Comme il a quitté les villages pour arriver au centre, au grand centre, ça peut être Walikale, Nubi ou Masisi, peu importe, lui aussi il va mettre les kilos à 12 $. Donc les 5 $, les 5 kilos fois 26 jours, fois 12 $, ça lui donne 1560 $. Et comme vous le voyez, c'est le bénéfice. Avec 1760 moins 1163 $, il a 397 $ de bénéfices nets. Donc, avec ce salaire, il n'a pas besoin de travailler pour quelqu'un parce que pour lui, il est au-delà du seuil de pauvreté. Parce que les Nations Unies, la Banque mondiale dit que la plupart des Congolais vivent avec moins de 2 $ par jour. Donc, quelqu'un qui fait ce genre de business, il a 10 fois ou 3 fois, 10 fois le mois parce que la plupart des gens avec ces 2 $ par jour fois 30, c'est 60 $. Donc, lui, il est au-delà et il peut faire ses business. Et donc, là, il quitte les villages pour les centres. Mais malheureusement, pour quitter les centres, par exemple, Walikale, pour arriver en ville, il y a aussi d'autres obstacles à franchir. Parce que beaucoup de gens préfèrent rester au village pour ne pas s'affronter, par exemple, à l'Ofida, qui taxe 5%, à l'Ogefrem, qui taxe 0,59% la tonne, à l'OCC qui taxe 1,3% la tonne, à la CEE qui taxe 0,65%, la DGRAD qui taxe 0,45%,
La CTPM qui taxe 0,2, et l'EAD qui taxe 1%. Et à part cela, il y a le droit coutumier qui est le 5% de production, la supervision qui est de 5%, taxe territoire qui est de 100 $ pour la tonne, taxe de la province qui est 50 $ pour la tonne. Donc, beaucoup de gens ne veulent pas s'embrayer, ils préfèrent vendre là au village parce qu'arriver à ville, c'est une autre dimension. Comme je vous ai dit, comme nous n'avons pas des industries de transformation, notre but c'est d'enlever les minéraux au niveau du village pour l'amener à l'océan qui peut être Indien ou Atlantique. Et pour arriver à l'océan, ce n'est pas facile parce qu'il y a des gens qui s'interposent, parce qu'il y a l'État qui interagit, parce qu'il faut traverser un pays à l'autre. C'est pourquoi, même si on peut acheter 1 kilo de coltan à 2 $, mais il faut savoir que dans des pays industriels, ils ont besoin du tantal. Et pour le tantal, une fois arrivé dans leur pays, ces vendeurs qui produisent du tantal, ils peuvent vendre ce tantal entre 700 et 1000 $. Ça dépend de la demande du marché. Pour vous dire que, imaginez, on a pris 2 $ la matière, mais pour être vendu à 1000 $, et la chaîne de valeur qui se trouve à ce niveau, au niveau des négociants, au niveau des commerçants en ville, au niveau des exportateurs, ce n'est pas aussi facile. Et avec des dollars, est-ce que vous pouvez être capable de faire des routes, de construire des écoles, de vivre le bien-être? Et souvent, j'ai dit que la plus grande des choses que nous avons, c'est l'éducation que nous devons développer. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.